Alors, la fameuse partie des programmes de France, d'Occident en tout cas, commence ou bien considère cette période. Parce que c'est une période à partir de laquelle on voit une nouvelle donne. Les États-Unis s'imposent et cherchent un nouvel ennemi. Quel sera le nouvel ennemi des États-Unis? Ce sera l'islam. On se souvient des fameuses théories de Samuel Huntington. C'est lui qui va théoriser la division entre une civilisation occidentale et une civilisation musulmane. Je vous raconte une chose. Les superpuissances, les puissances ont toujours besoin d'ennemis pour exister. Aucun pays ne peut garantir sa puissance et continuer à dominer s'il ne cherche un ennemi. C'est la cause pour laquelle aujourd'hui, au niveau des États-Unis, chaque président qui vient cherche toujours un nouvel ennemi. Et l'ennemi, c'était devenu l'islam. Et ainsi, la fameuse théorisation du choc des civilisations va être accompagnée par des actions américaines en Orient, au Moyen-Orient, en Asie de façon générale, l'implosion de l'Irak, etc., etc. Et le début du terrorisme islamique, entre guillemets, on peut discuter là-dessus. Mais ce n'est pas plus important pour vous. Ce qui est plus important, c'est que cette fameuse leçon dont on vient de souligner les faits saillants a une importance capitale dans le programme, parce qu'on dit que c'est le nombril du programme, mais elle est suivie par d'autres leçons qui ont un retentissement important aussi dans les relations internationales, parce qu'on avait souligné dans la guerre froide les questions concernant la décolonisation, et maintenant on va essayer de les aborder. On va les aborder ainsi. On va parler des causes de la décolonisation, mais aussi des formes et des exemples de décolonisation. Alors, M. Diakhaté, quelles sont les différentes causes de la décolonisation? Bon, la décolonisation est une conséquence de la Seconde Guerre mondiale. Parce que tout à l'heure, en parlant de la Seconde Guerre mondiale, j'ai parlé de conséquences politiques. Des conséquences politiques, je veux dire qu'elles sont au nombre de 3, et que la troisième conséquence politique a été l'affirmation du tiers monde. La décolonisation, c'est quoi? La décolonisation, c'est le processus par lequel les peuples, les colonies acceptent à l'indépendance ou bien demandent l'indépendance vis-à-vis des métropoles colonisatrices. Mais, même si on vous parle de l'affirmation du tiers-monde à partir de la Seconde Guerre mondiale, cela ne veut pas dire que la décolonisation a commencé en 1945. Pourquoi? Parce que bien avant 1945, on verra, ou bien on l'a déjà vu dans les rubriques passées, qu'il y avait la naissance des premiers partis politiques et des mouvements nationalistes. Maintenant, la décolonisation de manière générale a deux facteurs essentiels, ou bien deux causes essentielles. Des causes qui sont internes et des causes qui sont externes. Quand on parle de causes internes de la décolonisation, ce sont des causes qui se sont produites à l'intérieur même des colonies. Et que la première cause de la décolonisation, c'est le jugement ou le procès de la colonisation. Et que quel est le résultat, ou bien la finalité de ce jugement, c'est quoi? Un sentiment de frustration. Pourquoi sentiment de frustration? Parce que avec la colonisation, communément appelée en classe de première l'impérialisme, les puissances occidentales industrielles européennes avaient promis aux colonies de leur apporter la civilisation, de leur apporter les progrès de la science, de leur apporter les progrès de la médecine et de lutter contre les disparités sociales. Mais qu'est-ce qu'on voit en pratique? La colonisation a dénaturé même la société africaine et asiatique. La colonisation n'est pas l'avènement des progrès de la science, ni des progrès de la médecine, mais la colonisation est l'exploitation et l'oppression politique. À partir de ces remarques-là, les peuples colonisés ne vont plus accepter la colonisation et est né un sentiment national anticolonialiste. Deuxième cause de la décolonisation, c'est quoi? L'éveil des consciences. L'éveil des consciences, elle est faite partie par les élites intellectuelles. Et que là, vous devez vous servir de vos cours de français. Je dis bien de vos cours de français. Parce que quand on parle de la décolonisation, ou bien de la colonisation, j'ai dit que la colonisation devait apporter la civilisation, parce que l'Occident avait dit que les peuples colonisés, ou bien les peuples à coloniser n'avaient pas de civilisation, n'avaient pas d'histoire. Donc il y avait une falsification de
l'histoire. Et que les élites intellectuelles vont essayer de restaurer la vérité historique. Et que la restauration de la vérité historique passe par ce qu'on appelle la valorisation de la culture négro-africaine ou bien de la culture nègre avec le mouvement de la négritude. Mais en histoire, à vrai dire, il y a un changement de paradigme à partir de la publication de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, où il a montré que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et qu'à partir de là, le complexe noir devait disparaître. Le complexe noir devait disparaître et il devait y avoir ce qu'on appelle la conscience historique, qui est le ciment qui lie les individus d'une société. Donc, cette prise de conscience-là, l'éveil de cette conscience nationale-là, faite par les intellectuels aussi, de retour au pays d'origine, sera la deuxième cause interne de la décolonisation. Troisième cause interne de la décolonisation, c'est la naissance des syndicats et des partis politiques. Les syndicats et les partis politiques aussi, dirigés par des élites intellectuelles occidentalisées. On parle d'élites occidentalisées, ces élites-là qui ont appris à l'école occidentale la liberté, l'égalité et la démocratie et qui ont vu qu'au sein de la société, ces différents adjectifs-là ne sont pas appliqués, vont parler avec les masses indigènes à travers les partis politiques, mais aussi à travers les mouvements nationalistes. Et ces deux piliers-là, les partis politiques et les mouvements nationalistes, seront les fers de lance des indépendances en Afrique. Peut-être quand on reviendra sur les cas d'exemple, on aura à parler de ces syndicats, mais aussi de ces partis, politiques. Deuxième cause de la décolonisation, ce sont les causes externes. Les causes externes de la décolonisation, j'aime le dire, pour en parler, il faut regarder le contexte international d'après-guerre. Et que dans ce contexte international d'après-guerre, on voit qu'il y a l'impact de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, je dis tout à l'heure, a changé les donnes internationales. Pourquoi jadis, les relations internationales dominées par les puissances impérialistes, qui sont devenues faibles après la Seconde Guerre mondiale parce que ruinées, endettées et dévastées, et l'émergence des deux superpuissances qui sont anticolonialistes pour deux raisons. Les États-Unis sont anticolonialistes parce que la colonisation constitue un frein pour leur développement économique. L'URSS est anticolonialiste par le principe marxiste, Moussa l'a dit tout à l'heure. Mais aussi, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle la démystification de l'homme blanc. L'homme blanc qui était considéré comme un mythe. Il y aura des mythifications, je disais des mythifications de l'homme blanc. Mais aussi, perte de l'hégémonie politique des puissances impérialistes. Mais la plus importante, c'est quoi? La promesse faite par les métropoles, qui avaient promis aux colonies de participer à la guerre. Une fois la guerre terminée, l'indépendance sera accordée. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, les colonies imposent aux métropoles de tenir leur engagement. Mais aussi, il y a l'action de l'ONU qui est anticolonialiste par sa charte. Le premier article, tous les hommes naissent libres et égaux, alors que la colonisation vit avec une inégalité. Donc, c'est comme ça. Ouais, ce sont les causes générales de la décolonisation. Mais cette décolonisation dont M. Ndiaye m'a posé les causes essentielles, cette décolonisation-là se manifestera de deux façons différentes. La décolonisation aura deux formes différentes. Maintenant, M. Ndiaye, qu'est-ce qui différencie les différentes formes de la décolonisation? Bien, il y a des différences énormes que l'on voit entre les deux formes de décolonisation. Mais pour compléter un peu aussi, il ne faut pas oublier l'action du tiers-monde, d'accord, dans les causes externes, la conférence de Bandung et la conférence de Belgrade. Et il y avait des maîtres mots lors de ces conférences-là. Parmi ces maîtres mots-là, décolonisation, non-alignement, anti-nucléaire. Ces puissances-là, en tout cas ces pays, certains pays d'entre eux venaient même nouvellement d'être libérés et avancer ces maîtres mots. Donc ce tiers-monde va jouer un rôle très important dans la décolonisation parce que beaucoup de pays d'entre eux vont soutenir les mouvements indépendantistes. Alors, vous avez énuméré les causes de la décolonisation avec une certaine clarté, mais cette décolonisation-là se manifeste par des formes. Il y a la forme violente et la forme pacifique.
La décolonisation violente, c'est celle qui a été réalisée par une guerre de libération nationale, donc par le feu et le sang, vous voyez. Et ces guerres de libération nationale ont été portées par des mouvements nationalistes, souvent d'obédience marxiste. Et là aussi, il faut combiner les causes et les formes pour pouvoir comprendre véritablement la décolonisation. Parce qu'au niveau de chaque cause, l'action d'une puissance, au niveau de chaque forme, autant pour moi, l'action d'une puissance va intervenir. L'action de l'URSS ou bien l'action des États-Unis. La décolonisation violente, on l'a remarqué un tout petit peu en Afrique. Mais d'abord, le programme commence par l'Asie. Alors, en Asie, on a la décolonisation en Indochine. Vous voyez, cette décolonisation est violente. Il y a eu une guerre de libération nationale qui a été portée par le Viet Minh avec Ho Chi Minh. Et on sait ce qui s'est passé. C'était une guerre de décolonisation jusqu'en 1954, date à laquelle on a signé les fameux accords de Genève. Accords de Genève qui ne seront pas respectés. C'est ce qui va provoquer la fameuse guerre du Vietnam dont on a parlé tout à l'heure concernant la question, la guerre froide. Alors, maintenant, au niveau de l'Asie, aussi toujours au Proche-Orient, on va constater une décolonisation en Israël, une décolonisation en cours. C'est une décolonisation violente, c'est en cours parce que la question n'est toujours pas réglée. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'au niveau de cette question, l'Angleterre, qui a été la puissance colonisatrice depuis la fin de la Première Guerre mondiale, en tout cas avec le fameux mandat de la SDN, a quitté et la place a été prise par la naissance d'Israël, un nouveau régime dirigé par les Juifs qui continue de coloniser les territoires arabes. On peut peut-être revenir là-dessus concernant des questions que vous pourrez poser parce qu'il est important aussi d'écouter les élèves. En Afrique, on va noter aussi la décolonisation en Algérie, portée par le FLN, Front de Libération Nationale, qui vient d'un nationalisme d'abord qui a été avec la France, par la première mouvance dirigée par les Ferhat Abbas, ensuite une deuxième mouvance qui opte pour une Algérie musulmane et arabe, et la troisième mouvance maintenant qui a été dirigée par Messali Hadji. C'est là où est venu le CRUA et ensuite le FLN qui va créer l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, qui va mener la guerre contre la France. Inutile d'entrer dans les détails, faute de temps. Maintenant, à côté de cette décolonisation violente, on note une décolonisation pacifique. La décolonisation pacifique, c'est celle qui a été réalisée sans guerre de libération nationale. Mais ça ne signifie pas absence de troubles. On l'a noté en Inde. En Inde, il y a eu beaucoup de troubles. Et avant que ces décolonisations se déclenchent, souvent il y a eu des troubles. Alors, au niveau de la Gold Coast, on a noté des troubles. Au niveau de l'Angola aussi, qui est une décolonisation violente qu'on n'a pas cité tout à l'heure, de même que l'ensemble des colonies portugaises au niveau de l'Afrique, il y a aussi des troubles. Maintenant, la décolonisation pacifique, c'est la décolonisation négociée. La décolonisation qui a été obtenue par le dialogue et le compromis. Maintenant, chaque forme aussi a des facteurs. Je viens de les définir et de donner quelques exemples. Concernant la décolonisation violente, il y a des facteurs. Le premier facteur, on peut dire, c'est l'entêtement du colonisateur. Le colonisateur souvent refuse de libérer la colonie. Et cela aussi peut s'expliquer par plusieurs éléments. Si la colonie a une position stratégique d'une importance capitale, une question de survie pour la métropole, souvent cette dernière ne veut pas libérer la colonie. Si la colonie est pleine de ressources naturelles, souvent cette métropole ne veut pas libérer. Si la colonie est une colonie de peuplement, comme fut le cas de l'Algérie, souvent se déclenche une guerre de libération. Et ça dépend aussi, ça peut dépendre du système colonial ou bien du type de colonie. Les dominions, en tout cas l'indirect rule anglais, c'est-à-dire l'administration indirecte de l'Angleterre, a généralement effectué une décolonisation violente. C'est seule la Malaisie, du côté des colonies anglaises, qui a connu une décolonisation violente. Mais toutes les autres colonies anglaises, qui sont essentiellement des dominions, des colonies à charte, ont connu une décolonisation pacifique. Maintenant, concernant la décolonisation pacifique, quels sont les facteurs? L'existence d'une élite disposée au
au dialogue, au compromis. Et souvent, cette élite-là est modérée. Et il y a aussi le fait qu'il y a un système indirect, comme je l'ai dit tout à l'heure. Souvent, avec le système indirect, on connaît une décolonisation pacifique.